Pierre, j'ai oublié, tu fais quoi dans la vie ? Alors moi j'ai créé ma boîte. On recycle le plastique des océans pour fabriquer des livres scolaires. Oh là là, mais c'est dingue, génial. Et toi, Anne ? Moi, je viens d'ouvrir ma plateforme de bio en ligne. Je dois dire que ça cartonne. Avant, j'étais consultante. Je palpais bien, mais c'était un taf. Beaucoup trop bullshit. Et toi, tu fais quoi ? En fait, je suis consultante. Aujourd'hui, le salaire est érigé comme l'indicateur phare dans le monde du travail et même en société. Pour afficher sa réussite, il faudrait bien gagner sa vie. Pour la plupart des gens, obtenir une bonne rémunération est donc devenu un objectif en soi, presque décorrélé de l'emploi et de la carrière. Mais si le confort financier est un objectif logique, il empiète souvent sur un autre sujet tout aussi important, le sens de son travail. Qu'est-ce que j'apporte à la société ? Suis-je vraiment utile ? Et l'argent me rend-il heureux ? De plus en plus de gens se posent ces questions et remettent en cause leur rapport à l'argent. Et si, pour redonner du sens à son travail et à sa vie, on acceptait de gagner moins ? Je me retrouve dans un gros secteur qui est le secteur de la cosmétique et je m'y retrouve pas personnellement et donc au fil de l'eau, je me désintéresse de plus en plus, je me démotive, ça me prend pas dans les tripes de faire mon boulot. Barbara fait partie de cette jeune génération qui arrive dans le monde du travail avec de nouvelles aspirations. Diplômée, qualifiée, elle avait tout pour devenir une cadre bien payée dans de grandes entreprises. Jusqu'à ce qu'elle s'interroge sur le sens d'une telle carrière. Ça rend les gens barjots, ce truc. Vous écoutez Let's Talk Cash, la série Cash qui lève les tabous sur l'argent dans le monde du travail. Grâce à des témoins et des experts, on va faire le tour des questions que vous posez tous les jours. Et surtout, vous apporter des solutions concrètes pour déconstruire les pressions et les fantasmes autour de l'argent. Maintenant, vouloir 100 millions. Promis, à la fin, vous n'aurez plus jamais peur de parler de thunes, pécule, oseille, blé, flouze, recettes, ronds, fric ou tout simplement de salaire. J'ai commencé par une école de commerce post-bac pour mes études pro. Je savais pas trop ce que j'avais envie de faire et c'était un peu la voie de la facilité. J'arrive dans cette école de commerce, ça me plaît globalement. Je fais des premiers stages dans la mode, qui me plaît finalement pas du tout. Donc je me dérive et je vais plutôt vers la cosmétique. Et c'est là que j'ai ma première expérience dans le monde de la cosmétique, qui me plaît beaucoup. Je rencontre des gens super, le secteur m'intéresse, donc je me dis que je vais continuer là-dessus. Je suis embauchée dans une grande entreprise française de cosmétiques. C'est là où je débute ma carrière, entre guillemets, en tant que chargée de CRM, donc de la fidélisation et de la prospection. J'ai une bonne impression du secteur dans cette entreprise. Globalement, ça me plaît. J'ai une super équipe. Je suis pris en CDD. L'avantage était l'avantage financier de ce boulot. J'étais très bien payée. J'étais à 36 000 bruts l'année. Donc, ça me faisait net par mois 2 200 €. Et donc, à l'époque, j'avais pas d'appartement. J'avais quasiment pas de charges. Donc, pour moi, c'était carrément... j'étais super riche. J'ai mis beaucoup de côté. Ça m'a évidemment permis de prendre les décisions que j'ai prises après. Les missions sont intéressantes, mais au fil de l'eau, je sens que je m'éteins un peu dans le sens où il n'y a pas de sens en fait. Pour moi, les missions sont intéressantes, mais je vois pas la finalité, je vois pas l'utilité. Je faisais des analyses de chiffres sur des chiffres faramineux qui avaient aucun sens pour moi, des chiffres d'affaires où je me disais mais pourquoi on achète autant de crème-main et pourquoi on n'aide pas ceux qui en ont besoin. Donc au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai ressenti, c'est que vraiment le mot m'éteindre, c'était je m'éteignais petit à petit dans mon boulot. Et ensuite on me propose un CDI et je refuse le CDI en mentionnant à mon équipe que justement ça n'avait pas de sens pour moi, que j'adorais mon équipe, que j'adorais ce que je faisais, mais que pas dans cette entreprise, enfin en tout cas pas dans ce secteur. On a prolongé mon CDD, on l'a renouvelé une autre fois, puis une autre fois, jusqu'au moment où j'ai dit moi-même stop et je leur ai dit février 2020, moi je pars parce que c'était dur de pas être en accord avec mes valeurs que je me fondais de plus en plus, avec mes convictions. J'étais pas fière de parler de mon boulot. Quand j'en parlais à ma famille, j'avais vite envie de passer le sujet. J'étais pas passionnée et donc ça se voyait. Et dans un boulot, j'ai besoin d'être passionnée. Tu pars, tu décides de ne pas renouveler ton CDD une énième fois. Ça se passe, hasard de la vie, au moment où le Covid vient perturber grandement le fonctionnement du pays. Comment tu vis ce moment où tu décides de tout plaquer et de te réorienter ?
J'étais un peu perdue. Je savais que j'avais envie de me diriger vers le social ou l'environnement, mais je ne savais pas comment, pourquoi, tout ça. Au début, c'était un peu un saut dans le vide pour moi, parce que je ne savais pas comment j'allais faire pour trouver un boulot, notamment dans un secteur que je ne connaissais pas. Mais finalement, le premier confinement a été un mal pour un bien, parce que tout s'est arrêté. J'ai pu vraiment me poser les bonnes questions et faire des recherches, me documenter énormément sur le secteur de la générosité, donc le secteur des dons. J'ai postulé à je ne sais pas combien d'entreprises, d'associations, de fondations, de start-up qui n'ont jamais répondu, ou sinon j'ai fait des entretiens et ils me disaient en fait vous y connaissez pas, c'est super de vous documenter, mais vous n'avez pas l'expérience dans le secteur, donc ça sert à rien. Quand on part d'une entreprise très stable, connue, reconnue en France, il faut après justifier à son entourage pourquoi on décide de partir. Et ça passe par les parents. Ils n'ont pas essayé de me décourager, ils ont juste essayé de m'alarmer, ce qui était légitime pour des parents, et je le comprends. Mais en tout cas, ils l'ont compris et ils m'ont aussi beaucoup aidée, beaucoup épaulée. Et maintenant qu'ils voient à quel point je suis contente d'être là où je suis, ils sont trop contents pour moi et ils n'ont plus aucun doute sur le fait que j'ai bien fait de partir de là où j'étais. Donc, tu as gagné du sens, t'es épanoui. En revanche, tu as perdu un élément matériel, tu as perdu du salaire. C'est une association, c'est pas une grande entreprise. Comment ça s'est passé? Combien tu as perdu? Ce que ça représente pour toi? Raconte-nous. Donc, l'aspect un peu négatif de se tourner vers l'associatif, c'est effectivement qu'on baisse son salaire. Moi, je suis passée de 36 000 à l'année brute à 29 000 brut par an. Ça représente 1 700 net dans ma poche chaque mois. C'est une baisse de 500 € net tous les mois. Effectivement, ça a bouleversé ma vision de l'argent déjà et ma vision de la gestion de l'argent. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc au début, on s'ajuste. Surtout que maintenant, j'ai un appart, des charges dans Paris, tout ça, donc c'est l'enfer. Mais je suis, entre guillemets, contente de vivre la vraie vie. Je trouve ça normal d'avoir à compter à mon âge. Je trouve ça normal d'avoir à compter quand on a un appartement à Paris. J'arrive quand même à faire plaisir. Je me fais moins plaisir qu'avant, mais je me fais quand même plaisir. Et au moins, c'est plus raisonné, c'est plus réfléchi. J'ai même dû me projeter sur le fait que potentiellement, si je continue dans ce secteur, je pourrais pas mettre de l'argent de côté pour mes enfants. C'est une vraie décision à prendre. J'ai pas envie de compter sur quelqu'un d'autre pour mettre de l'argent de côté pour mes enfants. Mais en tout cas, là, à l'instant T, ça a du sens pour moi de gagner la somme que je gagne et ça me va très bien en fait. J'ai pas besoin de plus et je m'encombrerais avec de l'argent en plus à penser à plein d'autres choses et tout, alors que là, au moins, je suis dans la vraie vie et il n'y a pas de... Voilà, c'est très bien comme ça. L'histoire de Barbara montre à quel point la question du sens au travail est cruciale. Et c'est loin d'être un cas isolé. D'après une étude de Cadre Emploi, près d'un cadre sur 2 déclare tourner en rond dans sa vie professionnelle. De quoi s'interroger sur notre vision du monde de l'entreprise et sur notre rapport à l'argent. Peut-être est-il temps de changer de logiciel, de voir le travail sous un autre angle, d'accorder moins d'importance au salaire. Le sujet est complexe et mérite qu'on l'étudie d'un peu plus près. Le témoignage de Barbara est révélateur à plusieurs égards. Elle correspond à ce que j'ai pu analyser au travers d'études scientifiques, statistiques et d'entretiens en termes de perte de sens. J'ai encadré l'an passé une recherche qui a montré que malgré les risques qu'on peut identifier, le fait de redonner du sens à son travail peut primer sur de potentiels risques encourus. Caroline Arnoux-Nicolas est maître de conférences en psychologie à l'Université de Paris-Nanterre. Elle a écrit plusieurs livres sur le concept de sens du travail. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que le sens ? C'est une vaste question. Le sens correspond à une notion interdisciplinaire et ancienne, à la croisée de différents domaines, des domaines de la psychologie, de la philosophie, de la santé ou encore de l'éducation. Le sens du travail peut se définir à travers la perception qu'a l'individu à la fois de son travail et de son rapport à celui-ci. Alors, selon le récent modèle scientifique que j'ai pu développer dans le cadre d'un collectif de chercheurs français, le sens du travail repose sur 4 facteurs. Un premier facteur est l'importance du travail, c'est-à-dire la façon dont le travail contribue à trouver un sens à sa vie. Le deuxième facteur, c'est la compréhension de son travail. Ça concerne la manière dont les personnes comprennent ce qu'apporte leur travail et en quoi il consiste.
Le troisième facteur se réfère à la façon dont les individus envisagent des objectifs dans le cadre de leur travail et envisagent également la direction dans laquelle ils avancent. Et enfin, le quatrième et dernier facteur, qui s'appelle finalité du travail, reflète comment le travail peut avoir un impact significatif sur les autres et la société. En d'autres termes, est-ce que son travail apporte quelque chose de nouveau ou alors apporte quelque chose de différent aux autres ou à la société ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qui sommes des salariés, des travailleurs, de trouver un sens à son travail ? Le fait de trouver un sens dans son travail donc, relève de 3 sphères différentes. Tout d'abord, une sphère individuelle, ensuite la sphère des relations professionnelles et enfin la sphère organisationnelle. Alors, il faut noter que la manière dont l'individu trouve du sens évolue au fil du temps, c'est-à-dire selon son âge, l'évolution de sa situation familiale et professionnelle, et encore en fonction de sa situation personnelle. Le fait de trouver du sens dans son travail repose sur un équilibre entre, d'un côté, les attendus et les contraintes en matière de travail, et puis, d'un autre côté, ses propres aspirations, et un équilibre entre la place accordée au travail et aux autres sphères de vie. Et puis, je vous ai également parlé de la sphère des relations professionnelles. Alors, le fait de tisser des interactions dans le cadre de relations professionnelles va également participer à trouver du sens dans son travail. Et enfin, il y a des facteurs organisationnels qui peuvent jouer, comme le type de structure, la culture de l'entreprise, le management ou encore les modalités de travail. Par exemple, le coworking, le télétravail. Mais au fond, l'essentiel serait de savoir pourquoi on fait un tel travail, ce qui suppose aussi de se connaître soi-même. Est-ce que c'est une interrogation récente, un phénomène récent, ce sens au travail ? On entend beaucoup parler des reconversions aujourd'hui, des gens qui plaquent des emplois très très bien payés dans des secteurs qui vont très bien et qui vont ouvrir des petits commerces, qui vont ouvrir des structures plus vers le social, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que cette question, elle se pose de manière accrue aujourd'hui. Alors, on peut s'interroger pourquoi ? Le monde professionnel, à l'image de la société, est marqué par une accélération à différents niveaux. Au niveau de la technique, au niveau du changement social, au niveau du rythme de vie. On voit qu'il y a une espèce d'accélération qui peut générer du stress et de l'inconfort chez l'individu. Donc les individus ont l'impression de courir après le temps, le sentiment de manquer de temps, en particulier dans leur sphère privée, mais aussi dans leur sphère professionnelle. Donc la question du sens peut sembler aussi devenir une affaire personnelle. Il est attendu de l'individu qu'il construise un sens qui lui soit propre, comme s'il s'agissait d'une responsabilité personnelle, comme s'il s'agissait aussi d'une injonction à trouver du sens, et qu'il pourrait apparaître presque suspect de ne pas en trouver à certains moments de la vie, alors que c'est pleinement humain. Le cas de Barbara, il est intéressant sur plein d'aspects, notamment aussi parce qu'elle est jeune et qu'elle s'est déjà engagée dans une voie totalement différente de son premier choix de carrière. Est-ce que de ce que vous avez observé, les jeunes aujourd'hui se posent peut-être plus la question que leurs aînés ou que les générations qui aujourd'hui ont 35, 40, 50 ans et qui sont déjà plus insérées dans le marché du travail ? Ils se la posent différemment de leurs aînés. C'est-à-dire que la prise de conscience de certains enjeux sociétaux, comme la protection de l'environnement, impacte la manière d'envisager son rapport au travail, et en particulier chez les jeunes générations. Par exemple, dans le choix d'un métier ou d'une entreprise, les jeunes prennent en compte l'importance de savoir en particulier si l'activité de l'entreprise contribue, par exemple, à l'accélération du changement climatique ou à l'épuisement des ressources, ou bien au contraire, contribue au développement durable et au bien-être de la société. Les jeunes générations sont aussi capables de se révolter contre des conditions de travail qu'ils jugeraient délétères, comme par exemple une amplitude de travail trop importante. Ils ont davantage conscience de leurs compétences, donc de leurs valeurs, et ils sont prêts même à négocier leur embauche. Ces jeunes travailleurs sont conscients des enjeux économiques, des difficultés, des exigences du monde du travail actuel. Et à travers le discours de leurs parents, notamment, ils ont intégré la peur de la crise et de ses risques. En revanche, un certain nombre d'entre eux envisagent le travail comme une source possible d'épanouissement. Ils considèrent que ce travail devrait correspondre à leurs valeurs personnelles. J'ai d'ailleurs rencontré récemment un jeune qui m'a parlé d'un salaire juste, à savoir en adéquation
avec son niveau de formation. C'est un peu ce qu'évoque Barbara dans son témoignage lorsqu'elle dit que son salaire élevé dans le cadre de son précédent travail n'avait pas de sens pour elle. Alors, dans quelle mesure sa propre rémunération correspond-elle à la reconnaissance que l'on perçoit vis-à-vis de son travail ? C'est une question pertinente, mais qui correspond à un jugement, au final, personnel et subjectif, et qui correspond par ailleurs à sa propre équation professionnelle au travail, et plus largement, à sa propre équation de vie au moment T. Car comme l'ont montré un certain nombre de recherches, le niveau du sens du travail est corrélé au niveau du sens de la vie. Et plus largement, on peut dire que le travail contribue au sens de la vie. S'il fallait ne retenir que, disons, en 30 secondes, les 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui se pose la question du sens de son travail aujourd'hui, quelles sont les 3 choses qu'il doit retenir dans cette démarche ? L'essentiel est de se poser la question « Pourquoi je fais ce travail ?» Ce qui suppose aussi de se connaître soi-même. Si, à un moment, l'on ressent une perte de sens, et si l'on envisage à ce moment-là une mobilité, il est important de se poser la question des risques potentiels sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan financier, comme on en a parlé aujourd'hui, en amont de la mobilité, afin de les assumer en connaissance de cause. Et dans ce cas, je dirais ne pas hésiter à faire appel à des professionnels, notamment dans le domaine de l'orientation, pour y être accompagné. Et puis ensuite, je m'adresserai aussi aux entreprises, car les entreprises ont également un rôle à jouer. Les entreprises peuvent aussi mettre en place des mesures tant individuelles que collectives pour favoriser le sens du travail de leurs collaborateurs, en particulier afin de les accompagner dans leur évolution professionnelle. Je pense que c'est un défi pour les années à venir.